Donc, je vais vous parler la question qui se pose donc pour ma présentation concerne les parents qui, euh, qui seraient en marge pour l'interrogation. Donc, c'est à cette question que je vais répondre pendant cette présentation. Donc, je m'appelle Saline Cousin, je fais partie du laboratoire MILEA en Guyane et je participe donc pour la première fois au classe à La Réunion. Donc, le plan de ma présentation, on va d'abord commencer par des préconisations. Je vais ensuite vous présenter une expédition qui s'est faite sur le Haut-Maroni, donc sur lequel se base mon enquête. Enquête qui s'est appuyée sur la typologie d'Espagne. Je vais ensuite vous présenter les résultats pour finir par les OPRE en Guyane et ma conclusion. Donc, les préconisations. Il semblerait qu'une certaine croyance autour des familles locales, dites démissionnaires ou en marge, est nourrie par la conscience collective. Je m'explique, certaines d'entre elles ne sont pas impliquées dans l'appareil éducatif de leur enfant pour ce motif, alors que ça pourrait s'expliquer par des raisons culturelles, sociales et même historiques. Selon Dubay, l'école doit à la fois affirmer son rôle unificateur et introduire des mécanismes compensateurs des inégalités, mais elle doit aussi mobiliser les parents tels qu'ils sont. L'un ne va pas sans l'autre, et pourtant associer les deux n'est pas chose aisée. Donc l'intérêt, interroger les marges en éducation et en formation. Le thème, les parents des acteurs en marge. Nous allons nous baser sur les situations d'implication et les formes de collaboration, sur la typologie d'Espagne qui est composée de 6 activités qui aident à la collaboration entre l'école et la famille. Alors, le constat est qu'entre la famille et l'école, un fossé s'est créé, mais pour autant, est-ce qu'on doit qualifier les parents de parents en marge? On va donc répondre à cette question à travers une enquête qui a été réalisée lors d'une expédition sur le Haut-Maroni. Donc là, vous avez la carte de la Guyane, mais uniquement concernant le Haut-Maroni. C'est une expédition où on s'est arrêté dans 17 campus qui s'apparentent à des villages, où on a eu la chance d'enseigner, de côtoyer les enseignants qui étaient là-bas, les élèves et les familles. Donc, mon enquête se base sur un échantillon de 21 enseignants, 8 directeurs et 32 parents. Le guide d'entretien abordait les thématiques suivantes, les composantes de l'implication et de la mobilisation familiale, les aspirations des familles plus ou moins fortes pour leurs enfants, le style éducatif dans le soutien scolaire et la portée, le soutien apporté par la famille et le rapport à l'école. Donc, on ne peut pas passer outre une petite présentation de la famille puisque c'est le thème central de cette présentation. La famille, qu'est-ce que c'est? Au sein de l'école, bien entendu, c'est la loi du 28 mars 1982, la loi de Jules Ferry, qui rend l'enseignement primaire obligatoire et donc les familles plus rigoureuses. Pendant plus d'un demi-siècle, la seule mesure marquant la présence des parents dans le fonctionnement de l'école est l'obligation scolaire. Il y aura ensuite la loi du 8 juillet 2013, loi Payon, qui, elle, reconnaît et valorise fortement le partenariat avec les parents. Elle promue le concept de coéducation comme l'un des principaux leviers de la refondation de l'école. Il y a ensuite Pierre Perrier en 2018 qui nous dit que la famille est un nouvel enjeu et ils doivent devenir des alliés. Ils doivent être considérés comme des alliés. Et nous ne pouvons pas, bien entendu, écarter Madame Eileen Karodica, qui a fait des travaux en Guyane, où elle compare des écosystèmes éducatifs chez 2 groupes d'Amérindiens. Et elle précise que justement, elle identifie le microsystème groupe d'enfants à côté des microsystèmes classiques de la famille et de l'école. L'identification de ce microsystème va nous aider à comprendre les résultats que je vous exposerai par la suite. Ces enfants amérindiens passent des heures entières et depuis un assez jeune âge dans des groupes d'enfants qui bénéficient de la totale autonomie et confiance des parents sans aucun contrôle sur les activités et jeux choisis. Alors, mon enquête se base sur la typologie d'Espagne. Donc, cette typologie est composée de 6 activités, rôle parental, communication, volontariat, aide aux devoirs à la maison, prise de décision et collaborer avec la communauté. Donc, c'est par rapport à cette typologie que l'enquête a été menée et les questions ont été posées. Alors, tableau
les activités proposées. Comme vous voyez ici, donc tableau des activités proposées pour les aides aux devoirs. Donc là, des enseignants ont été questionnés, des directeurs et des parents. Donc là, les enseignants proposent pour cette typologie devoirs faits et devoirs à la maison. Il y en a 4 qui proposent, et concernant les devoirs à la maison, tous les enseignants. Concernant le rôle parental, réunion de rentrée qui est obligatoire, réunion individuelle, et un seul enseignant a invité un parent à une séance de MC. Donc, il propose un thème de MC, et puis ils invitent le parent à venir participer au débat. Concernant les activités proposées pour le volontariat, proposer une activité nécessitant des accompagnateurs, encadrement lors des sorties, sollicitation pour les spectacles de fin d'année, pour Noël, et jury pour les concours. Donc, tous les enseignants participent, mais tout est relatif, puisque là, on en a 2, par exemple, alors qu'ici, quasiment tous font ce type d'activité, puisque c'est obligatoire. Si on n'a pas de parents accompagnateurs lors des sorties, on ne peut pas faire de sortie au premier degré. Concernant collaborer avec la communauté, en Guyane, ça se fait énormément sur le littoral. Les écoles sont prêtées aux familles pour les baptêmes, les communions. Donc, c'est intégré dans l'enquête. Prise de décision, donc parents délégués qui participent au CE et les associations de parents d'élèves. La communication, base de la collaboration. Mots dans le cahier de liaison, blog toutemonannée.com, qui est un petit peu le pronote du collège. Signature des cahiers d'évaluation, WhatsApp. Beaucoup maintenant utilisent WhatsApp, notamment les enseignants sur le Haut-Maroni, puisque les parents ne se déplacent pas énormément, on va le voir par la suite. Les mails, les appels téléphoniques, et 2 professeurs se sont rendus chez les enfants, puisqu'ils ne venaient pas, ils étaient vraiment absentéistes, et ils n'ont pas le droit, mais voilà, ils l'ont fait. Chez les enseignants, il faut créer une relation de confiance entre parents et enseignants. L'école est assurément un lieu de rencontre entre plusieurs entités. Les familles qui ne répondent pas présents aux activités ne se désintéressent pas forcément de l'école, ou plus précisément de la scolarité de leur enfant. Il y a, comme on a pu le recenser, des parents qui se barricadent derrière la barrière de la langue, qui se croient inutiles et incompétents, et qui surtout ne souhaitent pas faire honte à leurs enfants sous prétexte qu'elles ne sauraient pas s'exprimer pour se faire comprendre. Donc là, j'ai une maman que j'ai reçue en réunion qui m'a confié qu'elle ne répondait pas positivement à mes sollicitations lors des sorties d'école parce qu'elle ne voulait pas faire honte à son enfant. Elle ne parlait pas bien français et donc elle a estimé que sa présence aurait pu nuire à son enfant. Donc pour elle, ce n'est pas une maman qui est en total décrochage ou qui ne s'intéresse pas. C'est juste que elle estime ne pas être compétente pour ça. Il y a ensuite favoriser la communication bidirectionnelle. La réussite scolaire d'un élève passe indéniablement par une communication claire, précise et surtout continue entre l'enseignant et les parents. Travailler seul en espérant y arriver sans la collaboration de leur entité est peine perdue. C'est pas possible. Les 2 entités qui travaillent chacun de leur côté, ça ne sera pas efficace pour la réussite de l'enfant. Et donc, du coup, toutes les entrevues que j'ai pu mener, les parents ont pu accéder justement, ont pu intégrer l'école, ont pu participer à des activités parce que les enseignants ont communiqué. La communication est la base de tout. Lorsqu'elle est en place, on peut parler de responsabilité éducative partagée parce qu'il y a un réel échange entre les 2 partenaires. Cette remarque est à nuancer, surtout sur le Haut-Maroni, puisque elle reste quand même unidirectionnelle de façon involontaire, puisque les parents envoient leur enfant en pirogue à l'école. Eux-mêmes n'ont pas de pirogue propre, n'ont pas de pirogue personnelle. Donc, pour se rendre à l'école, c'est quasiment impossible. C'est pas possible pour ces parents-là. D'où certains enseignants qui créent obligatoirement des groupes WhatsApp, alors que certains n'auraient pas aimé communiquer leur numéro personnel, mais ils estiment que c'est nécessaire pour avoir ce contact avec les parents. Certains professeurs également font passer les informations via le piroguier. Donc, c'est le piroguier qui va ramener les messages aux familles, puisqu'ils ne se déplacent pas sur le Haut-Maroni. Il y a ensuite accroître les diversités des activités. En répondant au guide d'entretien, 29 parents sur 32 sont volontaires pour collaborer et répondre aux sollicitations de l'enseignant et tous choisissent une activité particulière. Donc, plus ce choix nous montre que plus les activités sont diversifiées, plus les parents pourront s'identifier au moins à l'une d'entre elles et pourront de la sorte répondre plus souvent aux sollicitations des enseignants.
Donc, c'est aussi une piste non négligeable pour faire intégrer plus facilement tes parents qui sont catalogués de parents en marge. Il y a ensuite, comme je vous le parlais tout à l'heure, des groupes d'enfants, les groupes d'enfants que Madame Aylinka a parlé dans son enquête, qui bénéficient de la totale autonomie et confiance des parents, qui, eux, ils n'ont pas de contrôle en fait très tôt. Ils vont faire leur activité, puisqu'en fait, on est vraiment sur le Haut-Maroni, il y a le fleuve, il y a leur maison, et ils ne peuvent aller nulle part. Ils peuvent aller nulle part. Donc, du coup, les parents ont une totale confiance et ces enfants-là, les parents ne s'insèrent pas dans la sphère scolaire pas parce que ils sont désintéressés, mais c'est culturel. Donc là encore, c'est une autre raison qui pourrait expliquer ça. Les directeurs d'école, alors, sur le littoral, ils ont un pourcentage moins élevé puisque le public n'est pas le même. Donc les parents sont beaucoup plus présents dans l'école. Concernant les directeurs sur le fleuve, ils rencontrent plus de difficultés, comme je vous l'ai expliqué, avec les moyens de transport, avec la barrière de la langue. Donc les difficultés sont beaucoup plus nombreuses. Concernant maintenant les parents, certains parents ne se reconnaissent pas dans l'école et pensent qu'ils font honte à leurs enfants. Je vous en ai parlé également. Ils aspirent par contre tous au meilleur pour leurs enfants, quitte à s'effacer pour ne pas pénaliser ce dernier selon eux. Bien entendu, c'est une perception des parents. Certains parents n'ont tout simplement pas le transport adapté et d'autres, surtout sur le littoral, adhèrent totalement. Par exemple, à Kourou, j'enseigne à Kourou, et il y a la Légion étrangère. C'est une base militaire. Et les légionnaires ont beaucoup de femmes, quand elles arrivent, qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent pas tout de suite. Et donc, elles sont totalement disponibles. Il y en a quelques-unes qui ont été interrogées et elles répondent tout le temps oui aux sollicitations des enseignants. Et elles sont disponibles, euh, elles sont très disponibles. Donc, voilà, c'est l'une des caractéristiques qu'on retrouve beaucoup sur le littoral, entre autres et accroître la diversité des activités. Les parents l'ont beaucoup souligné. Je pense forcément, les parents ont tous leur place dans l'école. Il faut juste adapter justement les activités face aux parents qu'on a en face. Donc, pour étayer ces résultats, il y a la théorie des 4 A de Christensen et Sheridan. Alors, ils ont élaboré la théorie des 4 A basée sur 4 composantes essentielles pour banaliser la mise en place d'une collaboration école-famille de confiance. C'est vraiment le mot adéquat, confiance. Approche, attitude, atmosphère et action. Elles font en sorte que la collaboration école-famille puisse s'installer de manière à pouvoir atteindre les objectifs et les buts visés par tous les acteurs gravitant autour de la réussite éducative de l'élève. Cette théorie s'appuie sur le concept d'égalité entre les partenaires qui oblige les enseignants à s'adapter à la culture et aux caractéristiques des différents milieux de vie des familles. Ce climat de confiance permettra aux parents les plus réticents d'oser venir à l'école et aux enseignants de communiquer davantage avec les parents et de façon plus adéquate en fonction des difficultés du parent en face d'eux. Je continue rapidement sur l'OPRE en Guyane. Donc, ça fait 2 ans que avec la directrice de mon école, Madame Brett, que j'enseigne dans le dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Donc, c'est un dispositif qui permet l'acquisition du français, qui permet également de répondre aux attentes de l'école et qui favorise la connaissance des valeurs de la République. Donc, il faut que les mamans qui s'inscrivent à ce dispositif aient signé un contrat d'accueil et d'intégration depuis moins de 5 ans. La première année, 56 mamans étaient inscrites, 44 ont obtenu l'attestation et la deuxième année, 62. Tout ceci pour vous dire que les mamans inscrites dans ce dispositif avaient une attitude avant l'inscription. Et lorsqu'ils venaient, c'était 2 séances par semaine, lorsqu'ils venaient justement à l'école des parents, leur comportement était totalement différent par rapport à l'école. Le visage était beaucoup plus ouvert.
elles étaient souriantes, elles répondaient beaucoup plus facilement aux sollicitations des enseignants pour les sorties. Il y en a qui ont passé l'agrément piscine, puisque maintenant c'est obligatoire pour accompagner les enseignants à la piscine. Ça a été, mais c'était coco et abricot. Ça montre à quel point, quand on facilite l'ouverture de l'école à ces familles cataloguées de décrocheurs, ça montre que c'est possible. C'est vraiment possible. Je vais conclure. Donc, d'accord. Donc, les familles en marge. Donc, c'était la question. Je dirais qu'il faut déjà faire une mise en garde justement face à ces stéréotypes à l'égard des familles dits décrocheurs, dits en marge, les familles qu'on catalogue juste avec un regard. Il faut aussi comprendre l'incidence des difficultés scolaires sur la vie familiale, barrière de la langue, les parents qui n'ont même pas de moyens de locomotion pour se rendre à l'école de leurs parents qui sont coupés par un fleuve. Voilà, il y a vraiment des problématiques euh, qui sur lesquelles elles n'ont pas la main ou elles ne peuvent pas améliorer les choses d'elles-mêmes. Ensuite, pour justement aider ces familles à rentrer plus facilement dans l'école, il faut une collaboration mise en place correctement pour qu'on puisse viser la durabilité. Je vais terminer sur une petite phrase de Philippe Mérieux qui pourrait vraiment bien expliquer la problématique qui est exposée. Il faut qu'on soit assez semblable pour pouvoir se parler et qu'on soit assez différent pour avoir quelque chose à se dire. La famille et l'école sont deux entités bien distinctes et pourtant ce sont des entités qui sont essentielles, qui sont vraiment primordiales pour la réussite de l'enfant. Donc il faut vraiment que cette collaboration soit basée sur la confiance et que les enseignants puissent se baser et proposer des activités adéquates face aux parents qui sont en face d'eux. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la clarté de ce propos. Je passe la parole à l'auditoire pour des échanges. Oui, alors là, donc mon enquête s'est basée sur le Haut-Maroni et sur le littoral. Donc, c'est surtout les parents qui sont sur le Haut-Maroni qui ne se reconnaissent pas justement en école. Premièrement, ils n'ont pas possibilité d'y aller, donc ça, c'est un frein. Et ensuite, ils ont leur culture. Ils ont une façon de faire qui est propre justement à leur culture, à leur manière de fonctionner au quotidien. Et donc, cet environnement qui est là posé quelque part chez eux, auquel ils n'ont même pas accès, ils ne peuvent pas se reconnaître justement dans cette entité auquel ils ne peuvent même pas y aller en fait, ils peuvent même pas toucher c'est une image, mais oui. Oui, je vais compléter pour mieux comprendre le contexte. Quand Staline dit que les parents ne comprennent pas cet environnement scolaire, culturellement, il faut savoir que pour certaines familles, la plupart du Maroni, l'éducation, la vision qu'ils ont de l'éducation, c'est que les générations se mélangent et que les aînés éduquent les cadets. C'est-à-dire que pour eux, il faut mélanger. Et ils ne comprennent pas le système scolaire français qui rassemble par génération. Donc, ils comprennent pas pourquoi des enfants de 3 ans sont mis dans la même classe et disent, mais ils ont tous 3 ans, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Donc, beaucoup restent à l'écart de ce système parce qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils disent, mais pourquoi vous faites ça? Il faudrait au contraire que les CM2 soient mélangés aux petites sections, que les grandes sections rencontrent les CP. Là, c'est logique parce qu'au village, c'est ainsi. Les petits apprennent avec les aînés. Donc pour eux, le monde de l'école est un autre monde. C'est vraiment une autre façon de voir le monde. Alors ils ne s'en mêlent pas parce qu'ils savent que c'est la culture dominante qui a décidé, mais c'est pas pour autant qu'ils y adhèrent. Ils regardent en disant, bon, si vous pensez que c'est bien, ok, on vous suit, mais nous, on se sent pas vraiment à l'aise avec ce mode de fonctionnement. Merci. Alors, il y avait une question là. Oui, non, d'abord, oui, pardon. c'est ça, l'école d'État. Alors, c'est basé sur trois ateliers.
Donc, le premier atelier concerne les valeurs de la République, donc ça va être la Marseillaise, c'est très vaste. Il y a le deuxième atelier qui concerne tout ce qu'attend l'école du parent, donc comment, comment ouvrir et consulter le cahier de liaison, comment répondre à l'enseignant, puisqu'il y a certains parents qui ne connaissent pas, puisque la plupart des mamans sont allophones. Donc, c'est vraiment comment aider l'enfant à progresser dans sa scolarité. Et le dernier, c'est la langue française. Donc là, ça va être vraiment l'apprentissage oral, écrit. Euh, oui, oui, non, mais alors oui. Et on fait beaucoup d'ateliers pour que chaque maman puisse découvrir la culture de l'autre. Donc, on a fait par exemple tout ce qui était vannerie, parce que il y a plusieurs types de vannerie en Guyane en fonction de la culture de la maman. Et on a mélangé justement pour faire découvrir. Il y a aussi l'atelier culinaire. Forcément, voilà, on aura à découvrir beaucoup chez l'autre. Et on avait fait vannerie, cuisine et atelier jeux de société. Elles ont beaucoup aimé. Elles n'en font pas beaucoup à la maison, donc Ok, alors on va prendre encore 3 questions. On demande des questions courtes et des réponses courtes. courtes. Alors, il y en avait un la première année qui n'est pas resté et l'autre deux. L'autre année, deux. Le premier a tenu 2 mois et l'autre un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Dans la construction de la figure des parents, parler de la maman et une maman. Mhm. Alors, en Guyane, ah oui, en Guyane, ça sera maman. Hein. Enfin, beaucoup. Et en plus, ils ont des matrilineages. Ben, tout le marronnier, ce sont des matrilineages. Les pères n'ont pas le droit de prendre en charge l'éducation de leurs enfants. C'est interdit par le clan. Donc, les pères n'ont pas le droit, c'est interdit. Donc, l'autorité paternelle est transmise à l'oncle maternel. Donc, si on convoque un homme, c'est un homme qui va se présenter et les mamans ont en charge la vie de la famille. C'est un matrilignage. Merci. Allez-y. Je vous remercie. Merci. Donc, vous avez interrogé 32 familles. C'est ça. Et sur leur rapport à l'école. Vous-même, vous êtes enseignante. C'est ça. Et donc, votre terrain professionnel est devenu votre terrain d'enquête. C'est ça, c'est ça. Je me demande si vous avez perçu, anticipé ou imaginé ou analysé certains biais du fait d'être à la fois sur votre terrain d'enquête. Alors, c'est ce qui m'a poussée à faire de la recherche. C'est vraiment le constat de voir que certains parents pensaient qu'ils n'avaient pas droit à s'intégrer justement, à s'impliquer dans la scolarité de leur enfant parce ils ont estimé qu'ils n'étaient pas compétents. C'est le témoignage de la maman, puisque je l'ai reçu en réunion, m'a vraiment touchée. Et je me suis dit non, puisque je l'ai tenue et elle a pu faire une sortie en fin d'année et où elle a constaté qu'elle avait totalement sa place. Donc, il a fallu insister puisqu'elle était vraiment réticente, mais c'est vraiment ce qui m'a poussée à faire de la recherche. Mon métier m'a permis de constater qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Ok, une dernière question. Merci. Aïnika. Il y avait une dernière question, je crois, non? Non. Aïnika. Oui. Alors, eh bien, je pense qu'elles veulent, quelque part, elles veulent s'impliquer justement dans la scolarité de leur enfant et elles estiment que ce dispositif va permettre de pouvoir le faire. Puisque la première réunion, on explique ce qui va se passer, on explique justement les attentes et je pense qu'elles identifient justement ces, euh, ces différents points en fonction de ce qu'elles recherchent. Et, euh, et on est vraiment très satisfaite puisque elles arrivent quasiment tout au bout et le résultat est là puisqu'elles ont un comportement totalement différent vis-à-vis de l'école par la suite. Merci, Staline.